Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Art, culture et patrimoine, les leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Tel est le thème retenu pour le 34e sommet de l'Union africaine qui se tiendra les 6 et 7 février. En prélude à ce grand rendez-vous, le Conseil exécutif de l'organisation a démarré ses travaux. Les détails à suivre. En Centrafrique, la suite du processus électoral se fera sans la coalition d'opposition. La CODE 2020 a annoncé son retrait ce 2 février. Elle ne présentera aucun candidat ni aux élections partielles à venir, ni au second tour des législatives. Et puis un vent d'apaisement souffle sur les relations entre l'État et les médias au Burundi. Le Conseil national de la communication a récemment rencontré les représentants des médias internationaux et locaux sous sanction dans le but de pacifier les relations avec le gouvernement. Mais tout d'abord, au Niger, à quelques semaines du second tour de la présidentielle prévu le 21 février, les acteurs politiques choisissent leur camp. Le Mouvement national pour la société de développement et le Mouvement patriotique pour la République, deux partis politiques dont les candidats sont arrivés 3e et 4e au premier tour, appellent leurs militants à voter pour Mohamed Bazoum, le candidat PNDS du parti au pouvoir, un soutien qui était attendu depuis quelques jours et qui pourrait donc changer la donne du second tour. À noter qu'avec plus de 700 000 voix, soit 16% des suffrages, ces deux nouveaux alliés seront représentés à l'Assemblée nationale nigérienne par 26 députés. La 38e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est ouverte ce mercredi en prélude au 34e sommet de l'UA, une session de 2 jours qui se tient de façon virtuelle en raison du coronavirus. À l'ordre du jour, l'examen du rapport annuel sur les activités de l'organisation, mais aussi des nouveaux défis qui pointent à l'horizon dans un contexte de crise sanitaire. On fait le point tout de suite avec Amen Edji. Officiellement ouverte à l'occasion du 34e sommet ordinaire de l'Union africaine, la 38e session du Conseil exécutif a démarré le 3 février 2021 sous le thème Art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Cette rencontre virtuelle réunissant les représentants des États membres met en lumière les projets de décision et de déclaration de l'Assemblée avec examen du rapport annuel sur les activités ainsi que celui portant sur la réponse de l'Union africaine à la pandémie du coronavirus. Vous allez tenir une fois encore un conseil ordinaire en visioconférence. La COVID-19, en effet, crée une situation exceptionnelle, nous contraignant à changer totalement nos méthodes de travail. Votre ordre du jour a certes été adapté à cette contrainte, mais je suis convaincu que vos délibérations qui porteront sur les dossiers prioritaires du continent n'en seront pas moins fructueuses. Axé sur les points marquants des priorités de l'action de la Commission durant les 4 dernières années, le plus grand challenge de 2021 sera de réussir la mise en œuvre des réformes entreprises touchant entre autres l'intégration régionale, la gouvernance démocratique, la paix et la sécurité et les affaires sociales. Par ailleurs, l'ampleur de la COVID-19 qui a déclenché une crise humanitaire et socio-économique mondiale mettant en péril les défis existentiels place d'ores et déjà l'Union africaine dans la position d'élaboration d'une stratégie unifiée à l'échelle continentale. La montée de l'extrémisme violent, le radicalisme religieux, les conflits post-électoraux, les assauts récurrents des groupes terroristes, le réveil violent du communautarisme, les diverses expressions socio-économiques du déficit de gouvernance publique sont autant de défis que les États membres appuyés par l'Union doivent relever pour inscrire le continent sur la trajectoire irréversible de la modernité politique. À court terme, les efforts devront se concentrer sur l'arrêt de la pandémie de Covid-19 et sur le renforcement de la protection sociale et des filets de sécurité pour faire face à ces effets immédiats. Le 34e sommet de l'Union africaine, prévu s'étendre jusqu'au 7 février 2021, s'inscrit dans l'une des visions de l'institution qu'est l'accélération des progrès vers une Afrique intégrée, prospère et inclusive.
La CODE 2020 jette l'éponge. Après le rejet de la plupart de ses requêtes en annulation du premier tour des législatives, la coalition de l'opposition en Centrafrique annonce son retrait du processus électoral. Elle dénonce un simulacre électoral. Alors qu'est-ce que cela implique pour la suite des événements? Aïssatou Bari nous apporte quelques éléments de réponse. La coalition de l'opposition en Centrafrique a, dans un communiqué, annoncé mardi 2 février se retirer entièrement des élections législatives, dénonçant un simulacre. Une décision qui intervient après l'annonce lundi des résultats définitifs du premier tour des élections législatives. La juridiction suprême a par ailleurs validé l'élection au premier tour de 22 députés sur 140, dont 5 du parti du président Touadéra. En dépit de nombreuses irrégularités, des fraudes massives, des violences, la Cour constitutionnelle, en proclamant les résultats définitifs du premier tour des législatives, a confirmé que celles-ci ont été un simulacre. On note avec étonnement qu'aucun leader de l'opposition n'a été élu au premier tour et qu'un seul a été retenu au second tour. Le Code 2020 réitère donc ses revendications initiales, à savoir l'annulation et la reprise des élections groupées. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, a été réélu avec 53,16% des voix, mais l'opposition conteste vivement ce résultat, arguant notamment le faible taux de participation, 35,25% en raison de l'insécurité. Mais les autorités devraient tenir compte des résultats tout simplement, parce que ça, je ne peux pas croire qu'avec cette opposition à foison qui a participé à la présidentielle législative, on a trouvé qu'un seul opposant qui aille au deuxième tour, rien au premier tour. Non, on ne devrait déjà pas donner de tels résultats qui ne sont pas crédibles du tout. Et ça ne favorise pas la paix sociale en Centrafrique. Je pense que les autorités auraient pu faire autrement. C'est pas bon. C'est pas bon pour le processus de réconciliation que prône le pouvoir en place. Plus d'un mois après le vote, ce sont donc 118 sièges qui restent à pourvoir, soit lors d'un second tour dont la date n'a pas encore été fixée, soit au terme d'un nouveau scrutin à 2 tours. La Constitution prévoit que l'Assemblée nationale doit être installée au plus tard le 2 mai. Un positionnement que ne partagent visiblement pas tous les membres de la coalition. L'URCA, le parti d'Anissé Georges Doléguélé, a fait savoir ce jeudi qu'il présentera à bien des candidats au second tour des législatives et pour des élections partielles. En Ouganda, Bobi Wine n'a pas dit son dernier mot. Le candidat malheureux à la présidentielle du 14 janvier a officiellement déposé un recours devant la justice. Il réclame l'annulation pure et simple du scrutin entaché selon lui par des fraudes. La Cour suprême a 45 jours pour statuer. Explication avec Nathalie Mo. L'opposant ougandais Bobi Wine réclame l'annulation de la présidentielle du 14 janvier 2021. Il a saisi la Cour suprême de l'Ouganda le 1er février 2021, dénonçant des fraudes massives lors de ce scrutin. Bobi Wine, qui estime que la victoire à la présidentielle lui a été volée, souhaite également qu'une inéligibilité soit prononcée contre le président Yoweri Museveni en vue d'élections futures. Les recours introduits par les candidats malheureux aux élections présidentielles ougandaises a très peu de chances d'aboutir. Après plusieurs années d'exercice d'un pouvoir autocratique, le président Museveni a bien verrouillé les systèmes, de telle sorte que tout concourt à son maintien et à sa pérennisation au pouvoir. Le recours de Bobi Wine intervient alors que le président Museveni a clamé que la récente présidentielle était l'élection la plus transparente de l'histoire du pays. Pourtant, son principal rival affirme détenir des preuves suffisantes de bourrage d'urnes, de tactiques d'intimidation auprès des électeurs et de manipulation des résultats dans certains bureaux de vote. On ne peut pas parler des élections transparentes lorsqu'on a tout mis en œuvre pour mettre les bâtons dans les roues de l'opposition. Et si on lit la plainte de Bobi Wine, on se rend compte qu'il ne dépose pas seulement plainte pour bourrage d'urnes, mais il les dépose également pour violence et tout ce qui a accompagné le climat général de ces élections. Bobi Wine a attendu le dernier jour du délai de 14 jours réglementaire pour déposer son recours. Désormais, la Cour suprême ougandaise dispose de 45 jours pour statuer. Rappelons que tous les contentieux électoraux impulsés par l'opposition ont systématiquement été rejetés par la justice au cours des 4 précédents mandats du président Museveni.
2021 sera l'année du rebond pour les marchés pétroliers, prédisaient les spécialistes. Eh bien, les chiffres semblent leur donner raison. D'après la Banque centrale des États membres de la CEMAC, les exportations de la zone ont connu une progression de 3,5% au quatrième trimestre 2020 grâce à la hausse des cours du pétrole, principal produit d'exportation de la sous-région. Les détails avec Samantha Saberou Saboubanga. Selon le récent rapport de la Banque centrale des États de la CEMAC, au quatrième trimestre 2020, les prix de produits de base exportés par le Club des 6, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, Centrafrique et Guinée équatoriale ont progressé de 3,5%. Cette croissance est portée par les produits énergétiques, notamment le pétrole, principal produit d'exportation de la CEMAC, mais aussi grâce à d'autres composantes qui sont les métaux, les minéraux, les produits forestiers, les produits agricoles et les produits de la pêche. Donc, la zone CEMAC étant majoritairement constituée des pays exportateurs du pétrole, c'est-à-dire le Congo, le Cameroun, le Gabon, et ces pays ont donc eu des commandes du fait de la frilosité des marchés, du fait de la peur due à la crise pétrolière, et c'est cette augmentation des commandes qui a occasionné l'augmentation des exportations. Le rapport de la BEAC indique que cette hausse résulte de l'amélioration du prix du baril de pétrole. Celle-ci est passée de 42,7$ au troisième trimestre à 43,6$ le baril au quatrième trimestre 2020, après 30,3$ le baril au deuxième trimestre. S'il faut maintenir le pourcentage à la hausse, il ne faudrait pas que le pourcentage reste basé sur les produits pétroliers, les produits miniers et les produits accessoires, mais il faudrait que cette hausse soit justifiée par une augmentation des exportations des produits agricoles ou des produits agricoles transformés. Parce que c'est l'augmentation des produits agricoles et des produits agricoles transformés qui crée de la valeur et crée des emplois et booste l'économie. Après une année historique marquée par la crise due au Covid-19, la hausse enregistrée au quatrième trimestre 2020 devrait se maintenir en 2021. La hausse annoncée des prix du baril de pétrole en 2021 indique une remontée cette année. Dialoguer pour mieux vivre ensemble. Au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye appelle le Conseil national de la communication à rencontrer les acteurs de la presse, ceci dans le but de pacifier les relations tumultueuses entre l'État et les médias depuis plus de 6 ans. Philomène Tina. Depuis 2015, les relations entre le gouvernement burundais et les médias ont été assez houleuses avec le précédent régime. Mais le nouveau gouvernement a décidé de tendre la main à la presse. À cet effet, le Conseil national de la communication a rencontré le 1er février les représentants des médias internationaux et locaux sous sanction. Je pense qu'il faut analyser ce qui se passe aujourd'hui. Il faut le prendre dans le contexte burundais actuel. En effet, je pense que le président Ndayishimiye est dans une démarche entre guillemets d'ouverture, mais qui pour le moins pose beaucoup de questions. Nous savons que la question de la réouverture des médias qui ont été non seulement détruits mais parfois brûlés complètement au moment du coup d'État de 2015 est une des conditions posées pour que le Burundi sorte des sanctions internationales qu'il connaît, qui sont survenues après le coup d'État et le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Le gouvernement du président Evariste Ndayishimiye promet que tous les différends avec la presse au Burundi survenus dans le passé doivent être résolus. Il a d'ailleurs gracié 4 journalistes du groupe de presse privé burundais Iwachu, emprisonnés pendant 430 jours pour tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le général Ndayishimiye appelle donc la CNC à rencontrer les médias, mais nous savons qu'il est dans une démarche pour faire alléger ces sanctions, qui sont des sanctions qui touchent l'aide budgétaire directe. Donc sa démarche est à 2 vitesses. Donc la question des médias doit être lue et intégrée dans un problème global. Les médias ont accueilli avec beaucoup d'intérêt tous les progrès qui sont en train d'être faits dans le cadre de la cessation du climat de censure installé par l'administration du précédent président Pierre Nkurunziza. Dans le classement 2020 de la liberté de la presse de RSF, le Burundi a été classé 160e sur 180 pays.
Un mot de sport à présent. Les finalistes du Tian 2021 sont désormais connus. Le Mali a décroché son ticket en remportant le derby ouest-africain face à la Guinée en demi-finale. Le suspense aura duré jusqu'au bout. Incapables de se départager durant le temps réglementaire, les deux équipes ont disputé les prolongations avant d'aller au tir au but. Les Aigles se sont imposés grâce à un sans faute, 5 tirs au but contre 4 pour la Guinée. Dans l'autre rencontre de la journée, les Lions de l'Atlas ont dompté les Lions A. Le pays organisateur s'est fait maîtriser dès la première mi-temps. Score final 4-0 en faveur du Maroc. Le champion en titre qui retrouve donc le Mali en finale. Le Cameroun de son côté tentera de se consoler en décrochant la 3e place face à la Guinée. Ce sera ce samedi 6 février. La finale, elle, est prévue le 7 février à 20h heure locale au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.